Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle série d'émissions Options Région. Cet automne, nous allons, comme le passé, axer nos émissions sur les solutions. Nous autres, on ne cherche pas des coupables, on cherche des solutions. On a toujours deux grands objectifs. Le premier, c'est de mettre de l'avant un nouveau système politique qui va être basé sur une plus grande autonomie locale et régionale afin qu'on puisse décider de ce qui nous préoccupe, de ce qui est local et régional. Puis également aussi, comme deuxième grande orientation, c'est qu'on souhaite avoir ce que j'appelle un programme de génération progressiste pour le Québec. Un programme commun dans lequel on pourrait retrouver toutes sortes de choses qui pourraient rassembler à la fois les jeunes, les moins jeunes, les Montréalais, les gens de région. Je sais que ce n'est pas facile à faire, là, mais je pense qu'on a le devoir d'essayer. Puis, je vous dirais par rapport à ça que quand on regarde ce qui se passe au niveau économique et politique, je crois sincèrement qu'on a besoin à la fois d'un nouveau système politique et à la fois également d'un nouveau système économique. Ça ne sera pas facile parce que de dire que ça nous prend un système politique plus démocratique puis d'un système économique plus équitable, c'est facile à dire, mais pas toujours facile à réaliser. Puis en plus, je n'ai pas de baguette magique, contrairement à certains démagogues. Là. On va essayer de débroussailler tout ça. On va essayer de proposer des pistes de solutions, de contribuer humblement à ce qu'on puisse faire une société meilleure. Puis, on va y revenir constamment au courant de la région, par le biais d'invités ou autrement. Je vais vous faire part aussi de lectures intéressantes que j'ai faites dans les dernières semaines ou dans les derniers mois. Également aussi, à chaque semaine, comme par le passé, on va avoir un ou une invité qui va nous faire part à la fois de ses inquiétudes, mais surtout de ses solutions. Aujourd'hui, comme première émission, on va parler surtout d'environnement. On va parler de cochonnerie et d'environnement, alors qu'il est fondamental et essentiel qu'on s'occupe de plus en plus d'environnement. On vient d'avoir une campagne électorale dans laquelle il n'y en a pas été beaucoup question. Je pense que c'est un peu triste de voir ça. Puis c'est pourquoi, dans la deuxième partie de l'émission, on va rencontrer, entre autres, on va avoir comme invité plutôt Claude Villeneuve, qui est un spécialiste des questions de développement durable, qui est un des auteurs qui a le plus écrit là-dessus. Il a écrit des livres aussi sur le changement climatique. C'est l'initiateur de la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et on va discuter avec lui d'environnement et aussi de l'extraordinaire été qu'on vient de passer et de ce qui nous attend pour la suite des choses. Prenez note également qu'on a changé notre décor, on a amélioré tout ça. C'est notre équipe là, de la télé du Haut-du-Lac qui fait ça. J'en suis très heureux et j'espère que ça va vous plaire. Avant de passer aux éléments de cette première émission, il y a eu un événement extrêmement important qui a eu lieu cet été au Lac-Saint-Jean, à Métabetchouan, et je vais vous en parler. C'est le dévoilement d'un monument au nom d'Onésime Tremblay qui a eu lieu, comme je vous disais, à Métabetchouan, au Lac-Saint-Jean. Je vous ai déjà parlé de ce personnage-là dans le cadre d'une de mes émissions, du temps où c'était en audio. J'avais fait une biographie d'à peu près une trentaine de minutes sur un personnage que j'ai toujours considéré comme étant extraordinaire à plusieurs points de vue. C'est lui qui m'a décidé de m'impliquer. Onésime Tremblay, c'était un agriculteur. Il a été également maire de Métabetchouan au Lac-Saint-Jean. C'était quelqu'un qui était capable de se tenir debout. Puis quand, dans les années 20, la compagnie Duo Press, et puis par la suite, il y a eu également la compagnie Alcan qui ont décidé de faire un réservoir avec le lac Saint-Jean, puis d'inonder un paquet de terre autour du lac, bien, lui a décidé que ça ne marchait pas, qu'il n'acceptait pas ça, parce que dans le fond, lui il était propriétaire de sa terre, il voulait la conserver, puis il n'acceptait pas qu'un gouvernement corrompu puisse donner la permission à une multinationale de les tasser de là, de les exproprier. Finalement, c'est que là, lui, il a décidé d'en faire la cause de sa vie. Ça lui a coûté très cher. Pourquoi? Parce qu'entre autres, c'est que là, il est allé en cours avec ça au Québec, puis ensuite de ça, il est allé même jusqu'au Conseil privé de Londres pour obtenir justice, mais malheureusement, il ne l'a pas eu. Et à la fin de sa vie, il était super endetté avec les frais d'avocat qui représentaient plus de 30 000 $ dans les années 1930. C'était énorme. Et à ce moment-là, c'est que lui, il a perdu tous ses biens, sa terre, sa ferme, ses animaux, etc., sa maison. Et finalement, c'est que ça a été ce qu'on a appelé à l'époque la tragédie du Lac-Saint-Jean. Moi, des gens comme ça, comme Onésime Tremblay, qui, malgré le fait qu'ils risquent de tout perdre, continuent de se tenir debout, il n'y en a pas tellement. Puis je pense que c'est essentiel qu'on puisse les célébrer, c'est essentiel qu'on puisse les reconnaître. Et j'ai été très heureux de voir qu'à suite d'une série de circonstances positives, qu'on a pu élever un monument en son hommage. Ça s'est fait, entre autres, grâce à l'implication de la Société historique du Saguenay.
également de la municipalité de Métabetchouan et surtout de la généreuse collaboration de sa petite-fille Yvonne Tremblay-Gagnon, qui est une sculpteur professionnelle qui a fait gratuitement le buste, et de sa fille, qui est l'arrière-petite-fille d'Onésime Tremblay, Marie Gagnon-Malo, qui a payé la grande partie des frais associés à l'érection du monument. C'était un don très généreux et ça a pu se faire le 24 de juin de cet été en l'honneur du fait que c'est le 24 de juin 1926 que le lac était relevé sans même qu'on avertisse les vents, ce qui est devenu une véritable catastrophe. Je vous en parle parce que c'est important pour moi, mais aussi pour vous faire penser qu'il faut honorer les gens de chez vous, dans chacune de vos régions, les gens qui ont été capables de se tenir debout, des gens qui ont défendu leur région, qui ont défendu leur municipalité, parce que malheureusement, on a tendance à effacer trop rapidement le passé, puis ce n'est pas en faisant ça qu'on va se donner un avenir. Je pense qu'il faut être capable d'honorer ceux qui, assez souvent, sont assez rares, mais qui ont réussi à se tenir debout. C'est essentiel qu'on puisse faire ça. Pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus long sur l'histoire d'Onésime Tremblay, vous pouvez aller sur mon site Option Région. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir aller voir dans les premières émissions en audio, vous allez avoir tout le récit de tout ça. Et si vous voulez voir le monument, bien, il est installé en face de l'hôtel de ville de Métabetchouan, dans un beau parc sur le côté gauche. Et vous allez voir le monument, les inscriptions. Puis, j'aimerais vous lire ce qui a été écrit sur le monument d'Onésime et qu'on peut voir à l'écran. Malgré le fait qu'il ait tout perdu, il affirmait, ouvrez les guillemets, comme on dit, nous lutterons tant qu'il nous restera un souffle de vie. Nous perdrons peut-être des biens qui nous ont coûté une vie de labeur, mais nous laisserons quelque chose qui vaut mieux, un honneur intact et l'exemple du devoir accompli. Bien, ça, un gars comme ça qui est capable de dire ça après avoir tout perdu, ça mérite un monument. Puis je vous dirais que dans le monde dans lequel on est, dans lequel l'argent est devenu un nouveau dieu, bien, je pense que l'énoncé d'Onésime Tremblay, après plus de 100 ans, peut nous faire réfléchir et il est d'autant plus d'actualité. On parle maintenant d'écologie et de cochonnerie. Je dis souvent que dans mon émission, j'essaie d'être le plus terre-à-terre possible et c'est pourquoi on va parler de souliers. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de plus terre-à-terre que les souliers? Bon, il y a quelques mois, au moment où je voulais partir en vacances, que moi j'aime marcher dans ce temps-là, je vais m'acheter une paire de souliers de marche, puis j'en ai vu des pas chers, puis je pensais que ça allait être bien, comme une pantoufle, que ça allait être facile, etc. Et j'ai acheté une paire de souliers. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au début, ça allait très bien, mais au bout de 3 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, les trous dans les souliers après 3 semaines, ça coûtait 30 $. 3 semaines, ça veut dire 10 $ par semaine. Si j'en avais eu à l'année, 520 $ pour l'année, complètement ridicule, complètement fou. Et là, ça, tu sais, c'est probablement un des pires achats que j'ai fait de toute ma vie. Puis, je savais que ça avait été fait en Chine, mais bon, ça avait l'air correct, en tout cas, comme on dit. Puis, ce qui est le pire dans ça, c'est que non seulement j'ai payé beaucoup trop cher pour ce que ça valait, c'est qu'on a pris des ressources pour le fabriquer. On lui a fait faire un long voyage à partir de la Chine à aller jusqu'au Canada. On a fait travailler du monde pour presque rien pour fabriquer ces chaussures-là. Puis tout ça pour 3 semaines plus tard les jeter à la poubelle parce que des souliers de ce genre-là qui sont composés de différents produits, de tissu, caoutchouc, plastique, ça ne se recycle pas très bien. Et en gros, on pourrait dire qu'on a perdu sur toute la ligne. On a utilisé une ressource inutilement, on l'a fait voyager inutilement, on n'est pas capable de le recycler, on va faire voyager les souliers jusqu'au site d'enfouissement sanitaire, on va contribuer à réduire la durée de vie du site d'enfouissement sanitaire. Le client, qui est moi, n'est pas content. Le magasin qui l'a vendu perd une partie de sa réputation. C'est négatif sur toute la ligne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, à Option Région, on est là pour avoir des solutions. Bon, tout d'abord, je pense qu'on a besoin d'une réglementation qui dirait qu'au Canada ou au Québec, c'est que tout produit qui est mis sur le marché doit avoir une durée minimale d'1 an. Pas vrai là, qu'on va faire des affaires qui durent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, complètement fou ça. Là. Aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait une taxation, une fiscalité qui va être liée à la durée des produits. Tout produit qui est vendu au Canada devrait avoir une garantie minimale de 1 an. Et si ce n'est pas le cas, le client devrait pouvoir se faire rembourser intégralement
par le marchand. Ça va éviter un paquet de cochonneries de ce genre-là. Puis, il faut dire que tous les produits, là, quels qu'ils soient, qu'on puisse avoir une fiscalité, une taxation qui soit reliée en fonction de la durée de vie du produit. Moi, je pense que plus un produit est garanti longtemps, moins il devrait être taxé. Auparavant, quand on achetait une laveuse, il n'y avait pas de garantie ou un frigidaire, il n'y avait pas de garantie, ça durait toute la vie. Là, aujourd'hui, avec l'apparition des garanties, c'est que c'est garanti que ça ne durera pas très longtemps. Ça va durer 5 ans, peut-être 10 ans dans certains cas, mais ça, ce n'est pas acceptable. Moi, je pense qu'il faut qu'on lie la taxation à la durée de vie. Il faut qu'on donne comme signal aux consommateurs que si vous voulez acheter un produit qui n'est pas bon, bien, on ne vous encouragera pas. Si vous achetez un produit qui a une longue garantie, à ce moment-là, il va y avoir moins de taxes. Et là, à ce moment-là, on est capable de concilier le bon produit puis l'environnement. C'est vers ça qu'il faut aller. Le fait de dire qu'on va interdire des produits qui sont vraiment cheap, ce n'est pas pour empêcher les gens d'acheter des produits pas chers, parce que, bon, on le sait, la plupart du monde n'achète pas un produit, il achète un prix. Puis le prix qu'ils veulent avoir, c'est le moins cher possible. Et pour avoir le prix le moins cher possible, qu'est-ce que font les compagnies? Bien, ils font ça le plus cheap possible pour que ça coûte le moins cher possible, mais tout ça, ça se ramasse à la poubelle. Ça veut dire que les achats pas chers, d'habitude, ça vaut pas cher. Fait qu'il faut inverser ce cercle-là pour être capable de faire un produit qui va être plus durable, qui va être taxé en fonction de sa durée de vie. Et là, on va être capable d'allier les questions économiques et écologiques. Si on va aller plus loin là-dedans pour être capable d'avoir une économie plus écologique, bien, il y en a qui proposent ce qu'on appelle l'économie circulaire. Ça, c'est une nouvelle façon de gérer l'économie. C'est que les tenants de l'économie circulaire disent qu'au lieu d'acheter un produit, on va le louer. Puis à ce moment-là, c'est que les compagnies qui vont le louer, bien, et si le produit, mettons, ne fonctionne plus, ils viennent le chercher, ils le remplacent ou ils le réparent. Fait que si on fait ça, puis après ça, c'est eux autres qui s'occupent du recyclage. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une nouvelle dynamique dans l'esprit des entreprises, parce que s'il faut qu'ils s'occupent du produit après la vente, ils vont s'arranger pour qu'il soit plus durable. Parce que s'ils sont obligés de venir le changer régulièrement, ce n'est pas payant. Puis si le produit ne se recycle pas, bien, ce n'est pas très intéressant. Fait que si on était dans une économie qu'on appelle l'économie circulaire, bien, on aurait des produits qui seraient de meilleure qualité. Puis à ce moment-là, on n'aurait pas besoin de s'occuper de rien. On ferait une location en termes de durée de temps, 5 ans, 10 ans ou plus ou moins. Puis à ce moment-là, c'est l'entreprise qui s'occuperait de tout ça. Je pense qu'on doit aller vers ce genre de solution-là. Bonjour Claude. Depuis 40 ans, tu as publié de nombreux volumes sur l'environnement, notamment sur les changements climatiques. Tu as été en contact avec une bonne partie de spécialistes de l'étude des changements climatiques un peu partout. Tu as été l'initiateur aussi du programme en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis tu es toujours préoccupé par l'avenir de notre planète. Ma première question, ce serait d'abord de faire un bilan. C'est que qu'est-ce qui s'est fait de mieux depuis 40 ans? Qu'est-ce qui a été le mieux réussi, puis qu'est-ce qui a été le moins bien réussi en 40 ans d'environnement? En 40 ans, je dirais, 2 aspects importants ont été touchés. Premièrement, ce que j'appellerais la science de l'environnement. On est aujourd'hui beaucoup plus équipé en termes scientifiques pour comprendre, pour mesurer, pour valider certaines hypothèses sur l'évolution de l'environnement à l'échelle locale et à l'échelle globale. L'éducation. Les gens aujourd'hui, il y a 40 ans, tu aurais parlé d'environnement en campagne électorale, tu sais comment tu serais fait traiter. Oisologue. Aujourd'hui, c'est pas assez traité, mais ça demeure quand même une préoccupation légitime. Puis je mettrais des bémols sur l'éducation parce que c'est pas nécessairement une éducation qui a toute la base scientifique qu'elle devrait avoir. Il y a beaucoup de sensibilisation qui s'est faite, mais les gens confondent encore beaucoup de choses. Puis je dirais, ce qui a été la résultante de ça, c'est toute l'évolution des pratiques, les normes, les réglementations, qui font qu'aujourd'hui, en général, notre environnement est clairement mieux, si je prends en termes régional, à la fois dans nos comportements, dans la performance des industries, puis dans la gestion des municipalités, c'est nettement mieux que c'était il y a 40 ans. Là où ça a moins bien fonctionné, c'est en ce qui concerne ce que j'appelle les pollutions diffuses. Les pollutions diffuses, c'est celles qui sont difficilement attribuables à un individu ou à une pratique quelconque. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution agricole.
c'est des types de pollution sur lesquels on a beaucoup plus de problèmes à avoir le contrôle parce que c'est lié à des activités individuelles comme le transport. La production alimentaire, ben, je veux dire, le cultivateur, il va pas vouloir polluer, mais il va utiliser des produits pour contrôler sur sa terre des choses. Puis c'est lorsque ça sort de son environnement direct que là, ça cause des problèmes plus globaux. Fait que, en gros, on a progressé énormément, mais pas également partout dans le monde. Fait que là, on est encore avec d'énormes problématiques de contamination de l'air, par exemple, en Asie du Sud-Est, en Afrique. Et il reste énormément de progrès à faire, puis ça nous affecte globalement aussi. On voit de plus en plus de gens qui sont pessimistes. Entre autres, là, dernièrement, il y a eu une espèce de chronique de Patrick Lagacé qui disait, dans le fond, il est trop tard. Qu'est-ce que tu penses de ça, des gens qui disent qu'il est trop tard, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, si tu as regardé la dernière chronique que j'ai faite, qui était dans le quotidien de samedi, je disais, on a raté la cible, alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai écrit un livre il y a 5 ans qui posait la question « Est-il trop tard? Le point sur les changements climatiques ». Et je disais qu'effectivement, de mon évaluation, il était probablement trop tard pour atteindre la cible de l'accord de Paris de limiter à 2 degrés les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, je dis, il est extrêmement improbable qu'on atteigne la cible de 2 degrés, surtout avec les engagements dans l'état des lieux actuels. Bon, une fois que ça c'est constaté, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on parle de trop tard, c'est trop tard pour quoi? Et le monde, même si les scientifiques ont fixé une limite arbitraire de l'adaptation à 2 degrés, c'est pas une catastrophe nécessairement si ça monte à 2,5, c'est juste plus difficile de s'adapter à ces conditions-là, plus coûteux, donc, à quelque part, on a un enjeu qui est double. L'enjeu de protéger la nature jusqu'à un certain point, puis l'enjeu de protéger l'humanité contre les désordres qu'il apporte. En fait, le pessimisme, c'est une position qui est, jusqu'à un certain point, perdante. Tu sais, toi, pour avoir fait de l'action politique, tu sais, pour avoir fait que des fois, on va de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Il faut toujours persister, il faut toujours se reprendre en main. Alors, si aujourd'hui, on a raté, ou on pense avoir raté la cible, ou on pense qu'il est trop tard pour la cible de 2 degrés Celsius, allons-y pour une cible qui soit un peu moins ambitieuse, mais sachons que si on avait atteint la cible de 2 degrés, ça nous aurait coûté pas mal moins cher. Dernièrement, on a vu que le ministre de l'Environnement de la France, Nicolas Hulot, a démissionné parce qu'il trouvait que ça avançait pas assez vite. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis est-ce que tu penses que le fait qu'il ait démissionné, c'est positif, c'est négatif? Est-ce que ça va amener quelque chose de plus? Non, en fait, il faut comprendre la position du ministre de l'Environnement, là. Si je veux faire une analogie, c'est comme d'être aumônier des Hells Angels. Okay? Alors, c'est un poste qui est pas fait pour les idéalistes nécessairement. Puis c'est un poste dans lequel il faut avoir une certaine tolérance. Les gens qui sont des militants comme Nicolas Hulot, puis qui sont tout à fait respectables dans ce domaine-là, puis qui ont donné beaucoup, quand ils sont confrontés avec le day-to-day de l'administration publique, avec la vitesse à laquelle les autres ministres veulent bien avancer parce que c'est pas leur priorité, le ministre de l'Environnement, il fait pas toujours le poids. Alors, c'est sûr que l'aumônier des Hells Angels, là, c'est le père missif. Hein, c'est à quelque part. Il y a un enjeu de devoir, à quelque part, laisser passer certaines choses pour la solidarité ministérielle, Alors, c'est pas une place pour les militants. C'est une place pour des gens qui sont forts au point de vue argumentaire, qui sont forts au niveau de leur capacité d'établir des compromis, des choses comme ça. Mais
c'est pas un endroit pour les puits. On parle des militaires, mais tu es assez critique par rapport à certains groupes environnementaux au Québec. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu apportes des critiques à ces groupes-là qui se disent les tenants de l'environnement? En fait, c'est parce que, à la limite, leurs interventions sont pas nécessairement très productives pour l'environnement. Elles sont productives pour leur propre image puis pour leurs finances, mais pas nécessairement pour l'avancement de la connaissance. Les groupes qui vivent de l'image, OK, ou qui sont très alarmistes, sont toujours avec comment dirais-je, avec une épée de Damoclès au bout du nez. C'est que si les phénomènes finissent pas par arriver, les gens se démobilisent puis n'y croient plus. À la limite, si on pense par exemple au changement climatique, pour Greenpeace, déjà au début des années 90, c'était chose établie, c'était les catastrophes à n'en plus finir, etc. Et pendant cette période-là, où on aurait eu besoin de plus de science puis de plus de techniques pour voir les alternatives, on nous présentait des solutions toutes faites. Et puis on disait, si tu n'appliques pas ça, t'es condamné, etc. Donc ça a soulevé plus de... Je dirais qu'une partie des climato-sceptiques sont en réaction avec l'alarmisme ou avec les coins ronds qui ont été tournés. Moi, j'ai toujours essayé d'être ferme en m'appuyant sur une bonne science. Puis ça m'a obligé des fois à être moins alarmiste ou à être moins catastrophiste que d'autres. Mais en même temps, je pense on gagne à être crédible, puis on gagne à travailler avec les gens plutôt que de les antagoniser ou plutôt que de les condamner. Je regarde actuellement ce qui se passe avec le caribou forestier. Greenpeace a fait des campagnes contre l'industrie forestière, puis pas toujours pour des raisons justifiées. Comme c'est pas toujours pour des raisons justifiées, ils se sont fait beaucoup d'ennemis sur le terrain, puis peut-être beaucoup d'argent en ville. Mais c'est pas ça là, la défense de l'environnement. La défense de l'environnement, c'est d'être capable de comprendre où sont les vrais enjeux, jusqu'à quel point est-ce qu'on a une maîtrise sur ces enjeux-là parce qu'on les comprend bien, et puis quelle est la pertinence des solutions qu'on apporte. OK. On a eu un été assez exceptionnel l'été dernier. Est-ce que tu penses qu'on doit s'en réjouir ou s'en inquiéter? Ben, en fait, ça dépend comment tu considères le problème. Si tu considères l'été sur une base locale et sur une base factuelle, la plupart des gens qui se sont baignés dans le lac Saint-Jean, la plupart des gens qui ont cultivé des jardins avec des tomates, la plupart des gens qui faisaient de la vigne au lac Saint-Jean s'en sont réjouis. Okay? Même, on a été chanceux parce qu'on a eu 2-3 grands feux, mais rien de comparable avec ce qui s'est passé en Californie ou en Colombie-Britannique, ou même dans le nord de l'Ontario. Manitoba, il y a eu des très, très grands feux que nous, on n'a pas connus. Donc, l'été dernier est un été qui est l'été moyen en 2050. Donc, c'est ce à quoi les gens vont devoir s'attendre de base. Mais certains étés en 2050 vont être 2-3 degrés plus chauds que celui-là. Donc, selon la capacité d'adaptation, selon l'endroit où tu es situé, selon l'occurrence, il est arrivé une tornade à Gatineau, ça dérange personne au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si c'était arrivé à Chicoutimi, ça aurait été un petit peu différent. Donc, il y a des phénomènes qui sont très locaux. Là, ben, c'est sûr qu'un été où il y a des phénomènes violents qui se produisent, où il y a des sécheresses, où il y a des feux, etc., ben, c'est pas positif. Et puis, ça dépend aussi de la capacité d'adaptation qu'on a. Quand il y a des grandes tempêtes, les gens qui sont sur le bord de la mer sont plus affectés que les gens qui sont situés dans l'altitude. Alors,
tous ces éléments-là sont à considérer si on veut se réjouir ou si on veut se désoler. Pour terminer cette émission, je vais parler d'une bonne nouvelle. On n'a pas tellement de bonnes nouvelles, là. Souvent, surtout en environnement, ce n'est pas toujours intéressant. Mais on va parler des haltes routières. Bon, si vous avez eu l'occasion dernièrement de voyager ou même dans le passé, c'est que les haltes routières du Québec, ça fait dur. C'est assez terrible, là, tu sais. Alors qu'un peu partout dans le monde, il y a des belles haltes routières, que ce soit aux États-Unis, en Ontario, en Norvège, il y a toutes sortes d'haltes routières qui sont magnifiques. C'est des beaux designs, c'est vaste, c'est intéressant, c'est chaud. Bien, nous autres, au Québec, là, bien, on est encore dans nos petites cabanes brunes là, qui sentent le pépi, c'est-à-dire que la peinture est écalée, qu'il n'y a pas d'eau potable. Vraiment, comme carte de visite aux touristes, puis même pour nous autres mêmes, c'est désolant. Ça n'a pas d'allure. Et quand j'étais député, on avait discuté avec Mme Marois, puis on devait rénover tout ça parce qu'on était convaincus que ça n'avait pas d'allure puis qu'il fallait changer ça. Mais comme on était au pouvoir seulement que 18 mois, on n'a pas eu le temps. Mais là, semble-t-il que 4 ans plus tard, c'est long, mais le ministre des Transports a annoncé cet été qu'on va commencer la rénovation des haltes routières pour avoir des haltes routières de calibre mondial, on pourrait dire. Et vous voyez un exemple là, présentement. Ça fait que ce que j'espère, c'est que ça va aller rapidement parce qu'on a besoin. Ça fait dur en soda de ketchup, puis on mérite beaucoup mieux que ça. Par rapport aux haltes routières, si ça se fait rapidement, on va pouvoir démontrer au monde entier qu'on n'est pas si colon que ça. C'est ainsi que se termine notre émission. La semaine prochaine, je vous donne un rendez-vous avec de nouvelles lectures, toutes sortes de sujets intéressants. Puis on va avoir également la deuxième partie de l'émission avec Claude Villeneuve. Il va nous parler d'environnement. L'environnement, c'est essentiel. Puis on va aller un petit peu plus loin dans cette aventure-là.